On retrouve Jean-Paul, Samy et Mamat pour la deuxième partie de cette édition de l'AFC. Et nous allons voir maintenant comment se présente l'ultime journée du premier tour de cette compétition, puisqu'on va avoir d'âpres duels en perspective. Bien malin celui qui peut prédire qui de la Guinée ou du Mali va gagner, qui des Lions indomptables du Cameroun ou des Éléphants de Côte d'Ivoire va prendre son billet pour les quarts de finale. En effet, faut-il vous le rappeler, messieurs, tout le monde est à égalité parfaite, tout le monde a réussi des matchs nuls, un partout, lors du premier tour de la compétition. Alors comment voyez-vous ça, Jean-Paul, vous qui êtes ivoirien? Avez-vous l'optimisme national chevillé au corps? Oui, comme tous les Ivoiriens, j'espère que cette équipe va pouvoir se qualifier. Mais en tant que journaliste et spécialiste du football, on a envie de se poser des questions quand on voit une telle sélection qui, malgré son background, malgré son CV, n'arrive pas, une telle compétition, à gagner un seul match. On se pose des questions. Et une équipe qui est à chaque fois obligée de revenir sur la marque, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, pour l'instant, vraiment, rêver, aller au quart de finale, c'est justement cela, il faut rêver, mais du point de vue de ce qu'ils nous ont démontré, on a envie de dire qu'il y a vraiment de réelles difficultés. Certainement qu'on reviendra sur les différentes stratégies techniques des Ça fait maintenant une dizaine d'années que ces Ivoiriens nous font rêver et nous frustrent à chaque fois. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à faire de cette sélection un véritable groupe. Depuis 2006, ça fait pratiquement, comme vous l'avez dit, ça fait pratiquement 10 ans, ils ne sont pas encore arrivés. Ces problèmes au niveau entre la fédération et les joueurs, entre les joueurs eux-mêmes, il y a des problèmes. Aujourd'hui, cette équipe n'a pas un véritable taulier. Cette sélection n'a pas un véritable taulier. Ça devrait être pendant les frères Touré, par exemple. Mais justement, ils ne sont pas encore arrivés. À l'époque, on avait un véritable taulier qui était Maestro, Zokora, qui était véritablement l'entraîneur, le coach de cette équipe. En devant, il y avait Drogba, véritablement, Drogba régnait, mais c'est Zokora qui... C'est dur à gérer, c'est Drogba quand même. Hein. Donc, la Côte d'Ivoire, vous savez, des joueurs de cette envergure qui jouent dans des grandes sélections, qui sont des ballons d'or africains et autres. Vraiment, pour gérer ces égos, c'est compliqué. L'autre l'avait réussi à un moment, Xavi François l'avait réussi à canaliser un certain nombre de choses. Malheureusement, il est parti après 2012. Aujourd'hui, les choses se présentent et malheureusement, Gervinho qui devait prendre lui ses responsabilités aujourd'hui en tant que machin, malheureusement il prend un carton rouge et il s'en va. Donc il ne peut pas jouer son rôle de taulier. Yaya qui devait faire... C'est vraiment un taulier quand même, Gervinho? Il doit jouer son rôle, il doit prendre ses responsabilités. Malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, il refuse de jouer son rôle. J'espère que peut-être dans les vestiaires, il y participe, mais sur le terrain, ça devait être le cas parce que Yaya Touré, malheureusement, n'y arrive pas. Au bout de deux cannes, on a l'impression qu'il n'arrive pas à être le véritable taulier de cette sélection. Alors on va dans un instant consulter des avis un peu plus neutres que ceux de Jean-Paul, mais tout d'abord un petit coup d'œil sur le tableau de cette poule D. Regardez ça, l'égalité parfaite, tout le monde a 2 points, tout le monde a marqué 2 buts, tout le monde en a encaissé 2. Alors c'est la bouteille à l'encre. Samy, comment voyez-vous ces rencontres? Qui voyez-vous sortir du lot? Oui, ça va être très compliqué, honnêtement, quand on regarde à la vue de ce tableau. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, on est tout le temps déçus. Hein, ça fait 10 ans. On appelait ça la génération dorée. Moi, je m'amusais à appeler ça la génération en or plaqué, parce qu'ils ont jamais vraiment fait quelque chose, malgré, pour moi, clairement le meilleur effectif de toute l'Afrique, hein, même sur cette CAN, c'est impressionnant, mais ils n'ont pas de leader. Donc le Cameroun aussi, mais en plus le Cameroun aussi a des problèmes, puisque il y a en ce moment une polémique parce que Clinton G ne joue pas, donc ça va être un choc très compliqué. Bon, personnellement, je verrai la Côte d'Ivoire. Bon, après, on mise toujours sur la Côte d'Ivoire, on est toujours déçus et on continue. Donc je vais continuer, je vais encore dire que la Côte d'Ivoire va passer. J'espère que cette fois-ci ils ne me décevront pas. Et je vois bien sur le deuxième match, bien sûr, le Mali, remporter la mise face à la Guinée. Désolé pour Alpha Baldé, notre collègue guinéen, mais je pense que le Mali devrait passer cet obstacle. Mahamat se réjouit, lui, de ça? Bien sûr, bien sûr. En principe, les matchs les plus compliqués... Vous êtes partis en vacances ensemble tous les deux, oui, tout à fait, bien sûr. les matchs les plus compliqués, à mon avis, pour le Mali, c'était contre le Cameroun, le match d'ouverture, et contre la Côte d'Ivoire. Vous vous rendez compte, le Mali, ça fait 15 ans, ils n'ont pas marqué de but contre la Côte d'Ivoire en compétition CAF, depuis 1994, je crois. Donc, plus de 15 ans d'ailleurs. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a son importance pour cette sélection malienne, qui est constante
dans tout ce qui est résultat ces dernières CAN, qui arrivent à chaque fois à arriver en demi-finale et tout. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'important pour cette équipe-là, de pouvoir emmagasiner toute cette expérience-là et de venir à bout de la Guinée qui, même si on ne va pas sous-estimer cette équipe-là, que moi j'ai toujours pensé qu'elle sera l'équipe qui va être le faiseur de roi dans ce groupe-là, parce que ils ont tenu tête aussi au Cameroun au même titre que le Mali, ils ont tenu tête donc voilà, c'est le baromètre un peu de ce groupe-là, mais ça a montré que c'est à peu près toutes les équipes ont le même niveau, mais la tâche est beaucoup plus simple pour le Mali et la Guinée de jouer leur dernier match entre les deux équipes réputées être les plus faibles. On disait il y a un instant avec Jean-Paul que l'équipe de Côte d'Ivoire avait été souvent décevante. Et j'ai aussi un peu cette impression vis-à-vis du Mali, qui a eu une équipe formidable à une certaine époque et qui n'a pas réussi tout à fait à atteindre le niveau qu'on attendait des Aigles. Paradoxalement, c'est la période où on avait moins de stars dans l'équipe que le Mali a fait ses meilleurs résultats. En 2012, le taulier c'était Seydou Keita, en 2013 c'est lui, cette année encore c'est lui. Donc à l'époque on avait Diarra, on avait Kanouté, on avait Momo Sissoko qui étaient au meilleur de leur forme. Et à chaque fois on était éliminé au premier tour ou peut-être au quart de finale. Mais là avec Seydou Keita, après Seydou Keita il y a un groupe homogène, aucune tête ne dépasse l'autre. Donc je pense que ça facilite les choses, ça permet à tout le monde de suivre un seul guide, de pouvoir aller plus loin. Je pense que comme ça, le discours passe mieux que quand il y a 2-3 stars où le groupe se divise entre ces 3 personnes-là. Puis il y a aussi Henri Kasperzak, qui quand même connaît bien le Mali pour avoir à plusieurs reprises entraîné la sélection nationale. Oui, entraîné le Mali, le Sénégal, la Tunisie. Il a beaucoup. Il revient au Mali. Il revient au Mali après la CAN 2002. C'est un entraîneur pédagogue qui parle beaucoup, on le dit souvent, c'est un entraîneur de l'ancienne école. Il est beaucoup critiqué au Mali par rapport à ses choix, même ces matchs-là. Mais ça, c'est le haut de l'entraîneur. Ils sont toujours critiqués quoi qu'ils fassent. Au remplacement, mais pour l'instant, il est en train de prouver le contraire de ce qu'on lui reprochait. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose quand même qui est très pédagogique, qui explique son mot d'ordre, ça a toujours été l'état d'esprit, équipe nationale, état d'esprit, équipe nationale. Et ça a son sens quand on a des jeunes joueurs. Alors, maintenant, justement, l'adversaire du Mali, c'est la Guinée. Et pour nous faire une présentation de cette équipe de la Guinée, l'adversaire du Mali, on rejoint Alpha Baldé. Un petit peu risqué d'annoncer quelque chose de facile dans ce groupe, tant qu'on voit que ces équipes se tiennent à rien pratiquement. C'est des équipes qui se valent. C'est une très bonne équipe du Mali que la Guinée avait d'ailleurs justement rencontré en amical il y a quelques mois ici en France pour un match amical où la Guinée l'avait emporté 2-1, mais ça va être un match totalement différent, une physionomie complètement changée avec un enjeu dans le match, c'est-à-dire la qualification au bout. Une équipe malienne, moi, qui m'a surpris agréablement dans cette compétition, qui joue bien au foot, qui a un style, qui impose un rythme à son adversaire, c'est-à-dire ça sera à la Guinée de tenir ce rythme-là et d'essayer justement de mettre à mal cette équipe malienne qui, pour moi, est très bien organisée. Alors Jean-Paul, est-ce que vous pensez que cette équipe de Guinée a les moyens de malmener la sélection malienne? Moi, pour cette rencontre, je dis que ce sera certainement l'un des plus beaux matchs aussi, certainement, je l'espère, hein, parce que quand je vois le jeu, ce sera un match entièrement ouvert. Et comme l'autre disait, les deux équipes supposées être les plus faibles, mais qui en réalité ont fait la preuve que c'était des athlètes de niveau égal que les autres athlètes. Moi, je pense que la Guinée, je donne un léger avantage à la Guinée parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner. La Guinée a tout à gagner. C'est le Mali qui a quelque chose à perdre, qui jouera certainement avec un certain regard pour sa défense, en jouant avec un certain regard pour son milieu de terrain, en voulant ne pas vouloir perdre. La Guinée va jouer pour gagner. Le Mali va jouer pour ne pas perdre. Dans ce genre de rapport, c'est celui qui joue avec la niaque de gagner, c'est lui qui gagne. Le Mali, il a une réputation, quoi qu'on dise, même c'est le Mali a une réputation. Il a fait deux podiums ou 3 podiums au récent CAN. Le Mali a une réputation, il a un CV, il a un background. La Guinée, pas grand-chose. Et donc là, ils n'ont rien à gagner, ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. Je pense que c'est eux qui partent avec l'avantage psychologique et je pense que c'est ce qui va certainement jouer en leur faveur. Justement, je trouve que le Mali, je trouve s'il y a une équipe la plus stable et qui dégage le plus de sérénité en Afrique en tant que sélection, c'est le Mali. Le Mali est toujours présent, le Mali ne déçoit pas.
Et c'est ça qui est important, et c'est pour ça que je pense vraiment que le Mali a une chance de passer. Et tu parlais de cœur, et je trouve que quand les Maliens ont marqué, l'engagement qu'ils ont montré, eh ben, ils ont justement démontré cette envie de gagner. Et c'est pour ça que je pense que les deux équipes se valent. Le Mali a autant envie de gagner ce match. Ça s'est ressenti dans la joie après les buts, dans la communion entre tout le groupe. On l'a vu quand le gardien est sorti. C'est larmes, tous les joueurs qui sont venus vers lui. On sent qu'il y a une vraie cohésion dans ce groupe. Et c'est pour ça que ça me donne envie de les voir gagnants. Ben justement, ça donne envie de les voir gagnants. Mais ils ont, voilà, comme tu viens de l'évoquer, Samy, ils viennent de perdre le gardien de but qui rassurait vraiment derrière. Ouais, vous savez, un gardien, ça rassure une défense. Et quand on perd... Les Sud-Africains ne diront pas le contraire. Hein. Voilà. Quand on perd un gardien d'une telle envergure, quelquefois, au niveau de la défense, on a tendance à rester derrière, on ne peut pas avancer parce qu'on se dit, celui qui est derrière, si on le laisse tout seul, c'est pas bon, il risque de prendre froid. Donc, il y a ce genre de choses, ces petits éléments qui peuvent jouer psychologiquement sur les défenseurs, à mon sens, maliens. Pourtant, les attaquants, les Yatari, les attaquants guinéens, ils vont y aller à fond la caisse, hein, ils n'ont rien à perdre. Là où ils sont arrivés en Coupe d'Afrique, c'était déjà tout bénéf pour eux. Donc là, ils ont tout à gagner, je pense qu'ils vont se donner à fond. Le Mali, comme je le répète encore, avec Seydou Keita, c'est vrai qu'il y a pour lui sa bouteille, il y a une équipe, c'est vrai, de jeunes homogènes autour de lui, qui va certainement conduire, mais qui derrière va jouer la sagesse, calmons-nous. Les autres n'ont pas envie de se calmer, ils ont la niaque, ils ont envie d'en découdre. Alors je crois que le moment est venu maintenant de se concentrer sur le Mali. On le fait en compagnie de Jobel. C'est la minute Jobel. Les Maliens peuvent compter sur les dernières éditions qui leur ont souri. Tout est relatif. Ils ont fini pas champions, mais ils ont fini dans les 4 premiers. Donc, 2012 et 2013, ce qui démontre une certaine régularité alors qu'ils avaient changé d'entraîneur. Mais surtout, je pense aujourd'hui que le point fort du Mali, c'est de pouvoir compter sur des joueurs qui ont du talent et sur un qui a une longévité exceptionnelle et qui est un garçon très sérieux, le capitaine de l'équipe du Mali, Seydou Keita, qui va pouvoir encore une fois être le roc sur lequel reposera le jeu du Mali, et aussi viendront se reposer les espoirs de toute l'équipe malienne. L'équipe du Mali a eu une phase éliminatoire un peu compliquée. Elle a failli ne pas se qualifier. Elle a connu quelques revers qui ont pu forcément la marquer. On voyait les joueurs dépités, mais ils ont su rebondir pour aller à la qualification. Et donc, désormais, on peut estimer que ce point faible-là de qualification difficile pourra être franchi et contrebalancé par les dernières journées qui ont vu les Maliens revenir de loin. Alors, ce groupe D, c'est la bouteille à l'encre, on a l'occasion de le dire. Est-ce que, Samy, on risque d'avoir un tirage au sort pour l'attribution des places en quart de finale? C'est plausible, en tout cas. C'est une possibilité, et il y a une forte probabilité. Hein. Il suffit que les deux équipes fassent match nul et tout est possible. Ce serait presque une première, il me semble, non? Ouais, donc ce serait intéressant. Après, c'est pas vraiment très sport. Enfin, je trouve que le tirage au sort, c'est pas ce qu'il y a de plus joli dans les lois du sport, mais c'est un groupe indécis. C'est 4 équipes de même niveau, on va dire, sur cette CAN, malgré des effectifs différents. Donc on verra la réponse ce soir. Hein. Et qu'est-ce que vous préconisez, Samy, comme alternative justement à ce tirage au sort? Des tirs au but. Ça reste du sport, des tirs au but, tout simplement. Oui, comme les matchs sont synchronisés, c'est possible, voilà, après tout. Jean-Paul? Pareil pour Samy, hein, le tirage au sort, c'est pas du sport, à mon sens, c'est pas du sport. Si ces 4 équipes arrivent jouent des matchs nuls, on va au tir au but et puis voilà, on sort 2 vainqueurs. Le tirage au sort, franchement, pour moi, c'est pas du sport, c'est pas du jeu qu'on parte au tir au but. Bon. On espère qu'on n'en arrivera pas là et puis voilà, que la Côte d'Ivoire se qualifiera. Est-ce que notre troisième expert fait l'unanimité à ce sujet, lui aussi? Oui, bien sûr. Bien sûr, au moins, ça va continuer à tenir en haleine les spectateurs pour que, voilà, on sait qu'il y a un match, un tir au but qui a départagé les équipes. C'est mieux que de tirer des boules.
Voilà, perdre comme ça, sachant que, enfin, rentrer à la maison sachant qu'on n'a pas perdu, c'est injuste, c'est pas beau à voir. Je pense que le tirage au sort, mais bon, les règlements sont ainsi faits, hein, on n'a pas le. Peut-être qu'après, si on arrive à faire un tirage, peut-être qu'ils changeront les règles après, mais bon. Le tirage en soi, ce cas de figure, on ne pourrait pas l'imaginer, ça fait partie d'une des probabilités, mais bon, on n'aurait pas pu l'imaginer que ça arriverait, quoi. Et peut-être que la presse africaine a un rôle à jouer pour essayer de convaincre la Confédération africaine de football qu'il y a peut-être une alternative à cette idée du tirage au sort. Vous savez, la presse ne confie, ne donnons pas trop de pouvoir à la presse. Et pour convaincre, la Confédération africaine de football, ils ont des spécialistes du football au sein de cette confédération. Donc ils connaissent véritablement les règles du football, ils connaissent l'importance du football. Ne confions pas un certain nombre de rôles, bien sûr, ne donnons pas un certain nombre de pouvoir aux journalistes qui n'ont pas, ou du moins que Ayatou n'écouterait pas. Si on écoutait les journalistes, Ayatou ne serait pas à la tête de la CAF aujourd'hui. Voilà, il serait parti depuis bien longtemps. Voyons aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent cela, il faudrait que les Africains comprennent cela. Au niveau de chaque fédération nationale, de chaque fédération locale, il faudrait qu'il y ait ce mouvement de pression. Il faudrait que dans chaque pays aussi, nous pensons véritablement à des lois du sport. Vous allez voir peut-être au Mali, il n'y a pas de loi du sport. Sur le sport. Certainement en Côte d'Ivoire. Bon, heureusement en Côte d'Ivoire, ils viennent de prendre une nouvelle loi du sport. Bon, elle n'est pas encore passée à l'Assemblée nationale. Dans pratiquement tous les pays africains, dans la majorité des pays africains, il n'y a pas de loi sur le sport. Comme si le sport c'était un gadget. Pourquoi? Ce n'est pas un gadget. La CAF brasse des milliards. Des milliards de francs CFA, des milliards d'euros, ce n'est pas un gadget le football. Le sport en Afrique, ce n'est pas un gadget. C'est quelque chose d'important. Ça crée de l'emploi, ça crée des richesses. Donc il est important aujourd'hui qu'on mette des lois. Et à partir de où vous verrez que quand on mettra des lois au national, à ce niveau-là, vous verrez que quand ces choses seront prises au sérieux, petit à petit, les populations, chacun au niveau de chaque pays, on prend nos responsabilités, les fédérations prendront des responsabilités, et on fera savoir à la CAF un certain nombre de choses, et on leur imposera certainement un certain nombre de règlements qu'ils devront accepter, parce que très souvent à la CAF, les règles viennent d'en haut vers le bas. Les règles ne viennent pas du bas vers là-haut. C'est pas normal. Jean-Paul, je suppose qu'il y aura un éditorial consacré à cette grave question dans la prochaine édition de votre magazine Afriki. Tout à fait. Voilà, nous sommes arrivés maintenant au terme de la deuxième partie de cette Africa 24 Football Club. On se retrouve dans 2 minutes après la pause.